Aujourd'hui, on va casser quelques mythes qui sont encore bien ancrés sur la course à pied. C'est des conseils que je vois sortir de la bouche de nombreux entraîneurs et coachs en club et aussi sur les réseaux sociaux. Et parfois c'est pire, ça vient de médecins, de kinés ou de professionnels de la santé qui ne se sont pas remis à jour depuis plus de 10 ans. Le problème, c'est que ça induit énormément de personnes en erreur. Des sportifs qui finissent par se blesser ou qui ralentissent leur progression sans le savoir. Et ça touche pas que les débutants, mais aussi les sportifs de haut niveau. Alors fais-toi couler un café, prends un grand verre d'eau, installe-toi confortablement et reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que ça va envoyer. Juste avant de commencer, je nous présente rapidement, moi c'est Thomas et voici Simon. On est kinésithérapeute du sport et préparateur physique depuis bientôt 10 ans et on a fondé Training Therapy pour aider chaque sportif à performer sans douleur. Et former les kinés et les coachs pour qu'ils puissent mieux prendre en charge leurs patients et leurs athlètes grâce à des thérapies vraiment efficaces et validées par les dernières études scientifiques. D'ailleurs, tout ce qu'on va te partager dans cette vidéo sera appuyé par des études scientifiques récentes et solides et la source sera affichée à l'écran. Si tu veux vérifier par toi-même, qu'on ne te raconte pas trop de bobards quoi. On est aussi des grands passionnés de sport et c'est sur cette chaîne qu'on va te partager des conseils pour mieux t'entraîner, te débarrasser de tes douleurs et te motiver à te dépasser physiquement et mentalement. Alors abonne-toi tout de suite pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et on est parti pour le premier mythe. On est d'accord, on va courir? Bah gros, tu tires pas avant de courir? Un petit peu pour pas te blesser, c'est important. Hein. Là, comme ça, les ischios. Ok. Après, on peut faire un peu les mollets comme ça contre un mur. D'accord. Donc ça, c'est primordial hein, pour pas se blesser avant de courir. Bah allez. Hein. Celle-là, c'est un grand classique. On t'a sûrement dit de faire des étirements avant de courir pour bien t'échauffer et pas te blesser, ou alors même de t'étirer en fin de séance pour accélérer ta récup et prévenir les blessures. Bon Simon, c'est vrai ou pas ça? L'idée derrière un étirement, c'est de gagner en souplesse, donc en amplitude de mouvement passive. Pourquoi pas? Mais déjà, d'un point de vue pragmatique, réfléchissons. Si tu cours à 10 km/h, ton amplitude de mouvement ne va pas être bien méchante. Genre, t'as pas besoin d'être capable de lever ton pied au niveau de ta tête, quoi. Sauf si tu cours vraiment bizarrement. Genre un peu comme ça? Donc, as-tu besoin de t'étirer pour gagner en amplitude avant? Sur le papier comme ça ne paraît pas vraiment logique. Par contre, si tu sprints, oui, là, il va y avoir beaucoup plus de flexion de hanche, donc plus de tension sur les ischio-jambiers par exemple, je te l'accorde. Maintenant, que dit la littérature scientifique? Parce que notre avis personnel, il est sympa, mais il ne pèse pas bien lourd. Selon l'étude de Zakaria parue en 2013, s'étirer passivement avant une séance ne diminuerait pas le risque de blessure par rapport à quelqu'un qui ne s'étire pas passivement avant sa séance. Selon la revue de littérature de Herbert, qui a résumé 5 grosses études, les étirements musculaires avant l'exercice ne diminuent pas le risque de blessure. Et en ce qui concerne les risques sur le long terme, ça dit quoi? Bah selon cette même revue de littérature de Herbert, les étirements avant ou après la course à pied ne confèrent pas de protection contre les courbatures. Donc si, comme dans les croyances populaires, on fait un raccourci et on pense que les courbatures augmentent le risque de blessure, ce qui est totalement faux, hein, même dans cette hypothèse, les étirements ne te protégeront donc pas. Et selon la revue de littérature de Lewis en 2014, qui a évalué 11 articles, il ne semble pas que les étirements jouent sur la prévention des blessures. Ce n'est en revanche absolument pas négatif de s'étirer pour un petit footing, car aucun effet négatif direct des étirements n'a été identifié sur la course à pied à intensité basse ou modérée. Donc pour conclure, non, les étirements ne semblent pas diminuer le risque de blessure, que tu les fasses avant ou après ta séance. D'ailleurs, si toi aussi tu veux éviter de te blesser, ou alors si malheureusement t'es déjà blessé, et ben on a créé une formation totalement gratuite, le kit du sportif sans douleur, qui va t'expliquer comment gérer tes douleurs, comment gérer ta charge d'entraînement et comment reprendre intelligemment ta pratique sportive, parce qu'en réalité, il ne faut pas l'arrêter et du coup, il faut juste l'adapter. Bref, on t'explique tout ça là-dedans, t'as juste à cliquer sur le lien qui est ici ou dans la description et tu auras accès directement à ta formation gratuite. Des vidéos vraiment ultra faciles à comprendre et surtout ultra simples à mettre en place. À toi de jouer. Maintenant, on passe au second mythe. Putain, il se donne. Ah, les séances de 30-30 à se décoller les poumons avec le goût de sang dans la bouche. Tout coureur aguerri a déjà subi ça, je pense que toi aussi. Hein. J'adore. Qu'est-ce que ça tabasse, mais qu'est-ce qu'on se sent bien quand on a terminé? Le goût de l'effort accompli, quoi. Malheureusement, on voit beaucoup trop de pratiquants se pulvériser à chaque séance, finir avec des courbatures de l'espace pendant plusieurs jours et parfois même des douleurs articulaires. Et du coup, ils ne progressent pas réellement. Je parle de 30-30, mais c'est aussi valable pour toutes les personnes qui s'explosent la tête pendant leur footing. La question qu'on peut se poser sera donc, qu'est-ce qui permet de progresser en course à pied? Est-on vraiment obligé de s'entraîner à haute intensité? Le principe de l'entraînement est simple. Stresser l'organisme pour l'obliger à s'adapter progressivement et élever sa capacité de performance. Il faut plusieurs semaines, hein, entre 3 et 6 semaines minimum, pour voir une vraie évolution physiologique à l'intérieur de notre corps. Si on ne respecte pas ce processus de progressivité, eh ben on va droit à la blessure ou à la contre-performance tout simplement. C'est déjà un point clé à respecter, même si on bassine assez avec ça, le but c'est d'être
progressif. Comparé à l'endurance fondamentale, le travail à haute intensité, en fractionné, offre une alternative intéressante pour ceux qui manquent de temps. Mais ces deux méthodes d'entraînement sont complémentaires. Le fractionné ne remplace pas entièrement l'endurance fondamentale, mais c'est un excellent complément. La haute intensité par intervalle reste donc intéressant. Premier point, ça permet déjà de gagner du temps. Une séance de 30 minutes est plus facile à intégrer dans un emploi du temps chargé, c'est vrai. Deuxième point, l'intensité élevée a de nombreux bienfaits, notamment sur la VO2 max, ou la capacité maximale du corps à absorber, transporter et utiliser l'oxygène. C'est un indicateur indispensable de la performance sportive, surtout dans les sports d'endurance. La zone 5, qui correspond au domaine d'intensité sévère, est crucial pour travailler la VO2 max. C'est dans cette zone que tu pousses ton corps à atteindre et maintenir son pic d'oxygénation ainsi que ta fréquence cardiaque maximale. Et la zone 5, tu ne peux pas la tenir bien longtemps. Alors la basse intensité ou la zone 2, c'est pour qui? Bah pour tout le monde, mais encore plus pour les débutants ou ceux qui ont une condition physique moins développée et qui ont besoin d'accumuler du volume sur un sport aussi particulier que la course à pied. Cela permettra, entre autres, d'améliorer la tolérance aux contraintes et aux chocs liés à la biomécanique de course. Donc la haute intensité, elle sera pertinente à ajouter pour ceux qui veulent améliorer leur performance en prenant un raccourci intelligent. Donc elle a un impact légèrement plus important sur l'augmentation de la VO2 max, comme tu as dit à l'instant, par rapport à la basse intensité, et elle permet aussi de se dépasser mentalement et physiquement et d'élargir sa zone de confort tout en décalant son seuil 2. Si je te parle chinois, clique sur cette vidéo où tu nous verras subir un test d'effort avec Sean, l'expert suisse sur le sujet, qui va t'expliquer facilement tous ces concepts. L'étude de Munoz, parue en 2014, est très intéressante. Ils ont pris 32 coureurs compétitifs et ils les ont divisés en deux groupes. Un groupe qui s'entraînait surtout à basse intensité et un autre groupe surtout à moyenne intensité pendant 10 semaines. Et sur les 10 semaines, ils ont tous couru le même volume temporel, environ 38 heures en tout, soit près de 4 heures par semaine. C'est beaucoup, mais les coureurs aguerris diront que c'est pas forcément énorme. Seules les intensités de course étaient vraiment différentes. Tu peux voir sur ce tableau que le temps passé à très haute intensité était le même pour les deux groupes par contre. Et sur ce tableau, on peut voir que les athlètes qui ont suivi un entraînement polarisé ont eu tendance à plus progresser que les athlètes ayant suivi un programme avec toujours la même intensité, à savoir une intensité moyenne. Comme dans l'étude de Stellingwerf, on retrouve une distribution de l'entraînement similaire à ce tableau. La revue de littérature de Casado, parue en 2022, qui correspond au plus haut niveau de preuve scientifique, arrive aux mêmes conclusions. À l'approche d'une course, le travail à haute intensité, du moins l'intensité voulue lors de la course, devient le plus important. Alors qu'en amont, l'important serait d'accumuler du volume avec de la basse intensité relative et un peu de haute intensité. La zone moyenne semble la moins intéressante, même s'il ne faut pas la jeter complètement. Mais attention, ces données elles peuvent être dangereuses à utiliser hors contexte. Quelqu'un peut très bien répondre à un protocole avec beaucoup de très haute intensité et quelqu'un d'autre d'un niveau similaire, non. L'entraînement est vraiment spécifique à chacun, donc c'est difficile de généraliser. Mais comme tu veux des idées assez précises, on va quand même faire une énorme généralité à prendre avec des pincettes, mais une répartition optimale, ce serait 20% de travail à très haute intensité, 10% à une intensité moyenne et 70% à basse intensité. Mais si on n'a pas le temps, imaginons qu'on peut s'entraîner 2 fois 30 minutes dans la semaine, évidemment, la haute intensité va gagner sur la basse intensité. Pour la santé ou pour la performance, peu importe, c'est pareil. Pour les coureurs comme nous, et sûrement comme toi, qui cherchent à taper des distances plutôt longues, allez, on va dire au-dessus de 10 km, le volume est quand même non négociable. Et la basse intensité est moins risquée en termes de blessures et de fatigue, donc ça serait difficile de la zapper. Pour conclure et répondre à ce mythe, eh bien, c'est faux. Il ne faut pas faire que de la haute intensité pour progresser. Si tu ne fais que ça, tu risques fortement de te faire plus de mal que de bien, alors que si tu ne fais que de la basse intensité et que tu gères bien ton volume, tu prends peu de risques de te blesser. Mais bon, effectivement, tes progrès seront méga lents. L'idéal se trouve toujours dans une répartition optimale et nuancée. Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Bah, je cours. Mais t'es un ouf, tu vas te niquer les genoux, mon gars. Vaut mieux faire du vélo. Hein. Ah ça, tonton Michel te l'a peut-être aussi déjà sorti entre deux blagues bien beaufs à l'apéro. Qu'en est-il réellement? Est-ce que la course à pied abîme les genoux aussi? Et est-ce que ça entraîne de l'arthrose? Pour rappel, l'arthrose est une pathologie du cartilage. Le cartilage, c'est quoi? C'est assez simple. C'est un tissu de revêtement très lisse qui recouvre l'os au niveau des articulations pour améliorer le glissement. L'arthrose se manifeste le plus souvent par des douleurs lors des mouvements d'une articulation. Plus on vieillit, plus on a de risque d'avoir de l'arthrose. Mais pas forcément d'avoir des douleurs qui la caractérisent. Il est vrai qu'un vieil adage populaire, souvent véhiculé par les médecins ou les kinés eux-mêmes, dit qu'une activité répétitive avec des chocs comme la course à pied entraîne une détérioration plus rapide du cartilage des genoux, ce qui augmenterait le risque d'arthrose. Est-ce que c'est vraiment vrai? Une étude américaine ultra récente a interrogé 3804 coureurs amateurs
amateurs qui ont participé au marathon de Chicago en 2019 ou en 2021. En moyenne, ces coureurs avaient un peu moins de 44 ans et couraient 45 km par semaine à 5 minutes 30 au kilomètre en moyenne. Ils couraient généralement depuis près de 15 ans, bien que la fourchette est large et varie de 1 à 67 ans. De nombreuses personnes interrogées participent à leur premier marathon, tandis que d'autres en avaient déjà couru des dizaines. Les résultats sont clairs. Il n'existe aucune association entre le nombre d'années passées à courir, le nombre de marathons réalisés, le kilométrage hebdomadaire et le rythme de course avec l'arthrose au niveau du genou. D'ailleurs, 7,3% des marathoniens ayant répondu à l'enquête ont déclaré qu'on leur avait déjà diagnostiqué une arthrose de la hanche ou du genou, et fait encore plus révélateur et qui corrobore bien ce fameux mythe, près d'un coureur sur 4, tout niveau confondu, a déclaré que son médecin lui avait suggéré de réduire son kilométrage ou d'arrêter complètement de courir. C'est fou, non? De nombreux professionnels de santé considèrent l'arthrose comme une maladie d'usure. Le problème avec ça, c'est qu'on considère souvent le corps humain comme une machine. Si on compare des gens à des voitures, c'est logique de penser que plus on utilise ses articulations, plus on les use, comme les pneus. Mais l'articulation, c'est en réalité une partie active et vivante du corps, comme un style d'organe. Elle s'adapte donc à l'environnement et se modifie pour tolérer les contraintes. Pas comme les pneus du coup. Si on regarde un peu plus en détail la littérature scientifique, on se rend compte que ce serait même inverse à ce que nos croyances véhiculent. La charge mécanique liée à la course à pied sur les cartilages serait positive, avec notamment la diminution de l'inflammation associée et la réduction de la vitesse des changements dégénératifs chez les personnes avec de l'arthrose déjà présente. Mais si on dose mal, on se rend compte que les charges excessives, donc beaucoup trop de course à pied, et insuffisantes, la sédentarité, peuvent avoir des effets négatifs sur le cartilage articulaire par rapport aux personnes pratiquant un volume de course à pied adapté. Tous ces résultats sont confirmés par le plus haut niveau de preuve actuel, une revue de littérature. Et ils vont même un peu plus loin, hein. La course à pied peut avoir un effet protecteur contre les douleurs globales de genoux si elle est bien dosée. On en revient à notre idée de charger pour soigner. Pour conclure, la course à pied augmente-t-elle le risque de s'abîmer les genoux? Eh bien non. Il n'y a pas de risque si l'on court simplement pour se maintenir en forme ou à des fins de performance sans en abuser. Et cette activité offre plus de bienfaits que de risques pour la santé. Bon, on est parti, on fait un peu de renfort. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton poids là? Bah, faut qu'on fasse un peu du lourd. Non mais t'es fou mec, on va pas prendre de la masse musculaire quand même pour courir, c'est pas bon ça. Bah, on a dit qu'il fallait faire du renfort. Ouais, mais je vais te montrer comment on fait. Ok. Pose ton poids là. Et là on va faire des squats comme ça, pas trop bas parce que sinon on pourrait se faire mal au genou. D'accord. Voilà, ça va suffire. Ok. Ok. On va faire un peu de gainage, c'est important pour la course. Vas-y. Je te montre. Fais comme moi, là sur les coudes, et on tient. 40 secondes, 1 minute, ça sera bien déjà. Parfait. Bon, cette peur elle est logique. Effectivement, si tu prends 2, 3, 4, 5 kilos, tu as plus de poids à déplacer. Et si demain tu pars courir un 100 mètres ou un 10 km avec ce poids dans un sac à dos, tu vas courir moins vite, c'est logique. Maintenant, imagine que cette augmentation de poids, elle se fasse progressivement, que tu continues de t'entraîner en course à pied à côté et que tu prennes uniquement du muscle. Tu seras plus fort, tu auras de meilleures capacités musculaires et donc une résistance et une qualité de rebond plus importante. Mais ça, c'est théorique. Que disent les études scientifiques, mon cher Watson? Un groupe de chercheurs s'est récemment posé la question. Ils ont pris 30 coureurs et ils les ont divisés en 3 groupes. Un groupe qui n'avait plus le droit de faire de course à pied et qui faisait donc seulement des séances de renforcement, donc de développement de la force spécifique à la course à pied avec des poids lourds, 3 séances par semaine. Un groupe qui ne faisait que courir, 3 séances de course en endurance par semaine. Et un groupe qui faisait les deux, 3 séances par semaine en alternant course et force. Une séance de course, une séance de force, une séance de course, une séance de force, etc. Le protocole d'entraînement a duré 12 semaines et les exercices de renforcement musculaire étaient simples. Squat plutôt lourd, entre 70 et 85% de la 1RM, leg curl et mollets debout. Et ils ont fait un peu de travail de sprint en côte sur 200 mètres sur les 2 dernières semaines, histoire de courir un peu. Les chercheurs ont évalué la masse grasse et la masse musculaire, la détente verticale, la force maximale au squat, l'économie de course à 12 et 14 km/h, donc en gros l'habilité d'un individu à se déplacer de façon efficace sur le plan énergétique en consommant peu d'énergie, la VO2 max et le seuil anaérobie. Les résultats sont sans appel. Le groupe qui ne faisait que du renforcement musculaire a amélioré de manière significative sa force maximale au squat, sa détente verticale et son économie de course à 12 et 14 km/h. Le groupe qui ne faisait que de courir a amélioré de manière significative son économie de course à 12 et 14 km/h, sa VO2 max et son seuil anaérobie. Et le groupe qui faisait les deux a obtenu des améliorations significatives sur tout, y compris sur la masse grasse et sur la masse musculaire. Les adaptations sont donc spécifiques à ce qu'on fait, mais le transfert du renforcement musculaire vers la course à pied est positif, alors que le transfert de la course vers le renforcement musculaire est inexistant. Ce qui est intéressant, c'est que la combinaison course à pied plus renforcement musculaire ne semble pas avoir créé d'interférence. L'une n'a pas impacté négativement l'autre, c'est donc plutôt cool. En 2017 déjà, on avait des résultats
résultats similaires chez des duathlètes féminines sur les performances en cyclisme et en course à pied. L'équipe de Vikman en 2017 avait pris 19 athlètes bien entraînés, avec une VO2 max sur le vélo de 54 et de 53 en course, et ils les avait divisés en deux groupes. Un groupe qui suivait un entraînement d'endurance normal, un groupe qui suivait un entraînement d'endurance normal combiné à un entraînement de force, et l'entraînement de force était constitué de 4 exercices pour le bas du corps, 2 fois par semaine pendant 11 semaines. À la fin des 11 semaines, on a réévalué les performances en course à pied et en cyclisme avec des tests de 5 minutes d'effort maximal et des tests d'endurance bien plus longs. Le groupe renforcement a évidemment amélioré sa force maximale et sa masse musculaire, choses qui ne sont pas arrivées chez le groupe endurance seul, mais la performance pendant le test de 5 minutes a augmenté à la fois en cyclisme et en course chez le groupe renforcement, alors qu'aucun changement n'est survenu chez le groupe endurance seul. Sur l'endurance prolongée en vélo, le groupe renforcement a diminué sa consommation d'oxygène et sa fréquence cardiaque, alors que le groupe endurance seul n'a rien changé. Par contre, en course à pied, pas de différence, ni en bien ni en mal. L'ajout d'un entraînement de force à l'entraînement d'endurance normal chez des duathlètes féminines bien entraînées a donc amélioré les performances de course et de cyclisme. Donc on va clairement dans le sens du positif. Pour mettre tout le monde d'accord, je sors le plus haut niveau de preuve scientifique à ce sujet, la méta-analyse. La méta-analyse de Balsabor et Fernandez, parue en 2016, montre un effet bénéfique important et unanime du développement de la force, via des exercices de musculation chez les coureurs de moyenne et de longue distance. En ce qui concerne les modalités d'entraînement, on conseille 2 à 4 exercices de musculation, style squat, Romanian deadlift, leg curl ou hip thrust, réalisés entre 40 et 70% de la force maximale, sans aller jusqu'à l'échec, pour éviter d'impacter les séances de course du lendemain ou du surlendemain. Avec, si possible, en plus, des exercices pliométriques. Tout ça 2 à 3 fois par semaine, avec un rapport global de 3 pour 1 entre le travail en endurance et l'entraînement en musculation, sur 8 à 12 semaines minimum. Ce mode de travail est aujourd'hui une stratégie sûre pour améliorer les performances en course à pied. Toutes les études vont dans ce sens. Donc le mythe de la muscu avec des charges, ça va me diminuer mes performances est totalement faux, au contraire. À condition évidemment d'utiliser les bons exercices et les bonnes méthodes de travail. Pour résumer, rajoute 1 ou 2 séances par semaine de renforcement avec des poids lourds si possible, sans aller jusqu'à l'échec et en ciblant tes quadris, tes ischios, tes fessiers, tes mollets et tes muscles intrinsèques du pied, et tu seras au max du max. Mec, c'est quoi ces chaussures là? Bah, c'est mes chaussures pour courir. Elles sont toutes plates. Ouais, vite fait, hein. Bah c'est pas ça hein, qu'il faut pour courir. Regarde, c'est plutôt des trucs comme ça. Là il y a de la mousse, il y a une plaque carbone. Avec ça, t'es sûr que tu vas pas t'abîmer les genoux. Alors Simon, est-ce que le modèle de chaussure peut te guérir d'une douleur ou te prévenir de potentielles blessures? On entend souvent parler de chaussures minimalistes ou maximalistes, des termes complexes. Déjà, on va essayer de définir ce que c'est une chaussure minimaliste. C'est une chaussure apportant une interférence minimale avec le mouvement naturel du pied grâce à sa haute flexibilité, à sa faible différence de hauteur entre le talon et l'avant-pied, donc peu de drop, son poids, sa hauteur et l'absence de contrôle de mouvement et de stabilité. Et une chaussure maximaliste du coup? Il n'y a pas de définition claire de la chaussure maximaliste, mais on peut la décrire comme une chaussure avec plus d'amorti, un drop plus important, plus de stabilité au niveau de la voûte plantaire et un contrôle de la pronation pour certains modèles. En gros, la pronation, c'est quand ta voûte plantaire s'écrase vers l'intérieur. Souvent, dans nos semelles, on a une bosse un peu rigide sous la voûte plantaire vers le centre du corps. Ça, c'est une technologie d'anti-pronation par exemple. C'est maximaliste. L'étude de Wang en 2020 est intéressante. 20 coureurs ont participé à cette étude. Ils ont fait courir ces types avec 4 chaussures de poids différents, mais ils ont utilisé le même modèle de chaussures de base. En gros, ils ont juste lesté les chaussures. Et plus la chaussure est lourde, plus l'activation musculaire est importante sur les muscles du genou. Par contre, lorsque la chaussure est légère, le mollet semble travailler de manière aussi importante que quand la chaussure est lourde, si ce n'est plus. Donc déjà, le poids de la chaussure joue sur les différentes activités musculaires. Et si on est blessé, on a peut-être intérêt à diminuer temporairement la charge sur tel ou tel tissu. J'ai bien dit temporairement. Donc le chaussage peut jouer un rôle important là-dedans. Souvent on ne parle que du drop, donc la différence de hauteur entre l'arrière et l'avant de la chaussure. Si on regarde une belle étude à ce sujet, on voit que le drop influence surtout l'angle de flexion de cheville lors de la pose du pied au sol, et légèrement l'angle de flexion de genou. En gros, plus on a de drop, plus on aura de flexion de cheville lors de l'attaque du pied au sol, et moins on a de drop, plus le genou sera légèrement plié. Au niveau du genou, cette différence pourrait amener plus d'activité du quadriceps et moins d'activité des ischios, même si ça ne reste que théorique. Cela augmenterait la force transmise au tendon patellaire, la tension autour de la rotule et les forces sur l'articulation fémoro-patellaire. C'est d'ailleurs confirmé par les travaux de Kerrigan. Le syndrome fémoro-patellaire est d'ailleurs la pathologie chronique la plus fréquente chez les coureurs et présente une prévalence nettement plus élevée chez les femmes d'ailleurs. Donc le fait d'avoir moins de drop pourrait diminuer les tensions sur les genoux. En 2017, l'équipe d'Esculier a montré que courir avec des chaussures minimalistes réduirait les pressions sur l'articulation fémoro-patellaire
patellaire par rapport aux chaussures avec un gros amorti. C'est assez intéressant pour ceux qui ont mal aux genoux. D'ailleurs, si tu as une tendinopathie patellaire, fonce regarder notre vidéo à ce sujet. C'est simple, je t'explique toutes les étapes à mettre en place dès aujourd'hui pour te débarrasser de tes douleurs. T'as juste à cliquer ici. Si on regarde du côté des chaussures minimalistes, on se rend compte que les chaussures minimalistes amélioreraient sur le long terme l'économie de course et augmenteraient la taille et la rigidité du tendon d'Achille. Donc en gros, elles permettent de renforcer ce fameux tendon d'Achille qui nous permet d'être bien réactif au sol et de bien propulser. Mais malheureusement, elles induisent également plus de contraintes au niveau de la cheville, du pied et du tendon d'Achille par rapport aux chaussures conventionnelles. Bah ouais, c'est logique. Attention, contrainte, ça veut pas dire blessure. Si la contrainte est augmentée progressivement, c'est ok. C'est comme quand tu commences une prépa, tu cours de plus en plus, de semaine en semaine. Tu augmentes la contrainte, c'est normal. Mais cela veut dire que si on veut courir en minimaliste, il faut être très progressif. Mais l'histoire de tout à l'heure là, avec le poids, c'est chelou de lester des chaussures un peu. Que se passe-t-il si on compare les extrêmes? Courir pieds nus, courir en chaussures maximalistes ou courir en minimaliste? Entre les deux, quoi. Courir en chaussures minimalistes ou pieds nus diminuerait la longueur des foulées, ainsi que le temps d'appui au sol. Ce qui a pour conséquence une diminution des contraintes au niveau des genoux de 22,6%. Et ouais, la technique de course entre les coureurs avec des chaussures et les coureurs pieds nus est différente. Les coureurs pieds nus ou en chaussures minimalistes tendent à avoir une attaque du sol par l'avant ou le médio-pied. Cette technique favoriserait l'amortissement par les muscles du pied et l'articulation de la cheville. En plus, le genou peut aussi mieux amortir les contraintes car il n'est pas en extension totale à ce moment-là. Les coureurs en chaussures maximalistes ont plus tendance à attaquer par le talon, genou quasiment en extension, l'amorti se faisant plus par la technologie présente dans la chaussure et par les articulations au-dessus de la cheville, donc genoux, hanches et dos. Mais attention à ne pas faire de généralité. Ce ne sont que des études isolées, la littérature n'est pas ultra claire à ce sujet. Mais on se rend compte que les chaussures et leur technologie, ou pas, influencent la répartition des contraintes sur le corps. Si on devait donner notre humble avis à ce sujet, ce serait simple. Trouve des chaussures qui te plaisent, dans lesquelles tu te sens bien, et sois progressif. Ne te prends pas la tête, ne cède pas aux forces hostiles du marketing agressif, mais essaye d'avoir un minimum de style quand même. Moi je trouve que c'est important quand même, quand on court, d'être stylé. Blague à part, hein, les chaussures avec peu de technologie te permettront de courir de manière plus naturelle, en renforçant de manière conjointe ton pied et ta cheville. Mais ça peut être à double tranchant si tu y vas trop vite et trop fort, car ce sont des zones qui, avec nos habitudes sociétales modernes, sont bien souvent désadaptées. Donc vas-y tranquille. Attends. Il nous manque un truc là. Et les carbones alors? Ces dernières années, les chaussures avec une lame carbone ont explosé le marché et les performances des athlètes de haut niveau et d'un point de vue récréatif aussi, elles ont elles aussi explosé. En gros, on a incorporé une plaque rigide intégrée à la semelle, aidée par une mousse légère, résiliente et à retour d'énergie élevé à la chaussure. Ces deux technologies combinées améliorent les performances de course. Clairement, il n'y a rien à dire. Depuis le lancement de la première super chaussure disponible dans le commerce, tous les records du monde du 5 km au marathon, ils ont été battus par des athlètes qui portaient ces super chaussures. Les améliorations apportées par les super chaussures sont de l'ordre de 4% pour l'économie de course et de 2% pour la performance en termes de vitesse et de temps. Ça peut être des gains marginaux quand on est débutant, mais pour les athlètes de haut niveau, c'est quand même très intéressant. Dernière étude très intéressante à ce sujet, 10 coureurs ont testé à 9 et 11 km/h des chaussures de course normales ou des super chaussures. Ces chaussures-là, elles avaient une plaque en nylon, pas en carbone, mais l'idée c'est sensiblement la même. Le fait de courir avec les chaussures avec l'aide technologique a eu un effet physiologique bénéfique, la consommation d'oxygène et la fréquence cardiaque étant inférieures à celle des chaussures classiques pour des mêmes vitesses et durées de course. Donc on peut conclure sur ce point assez facilement. Les chaussures jouent un rôle sur la biomécanique de course, c'est certain, et aussi sur nos performances de manière plus ou moins importante. Mais il n'existe pas un type de chaussure donnée qui permet de ne pas se blesser. Rien ne protège vraiment les articulations, si ce n'est la capacité de tes propres tissus. Donc renforce-toi, augmente la charge de travail progressivement et tu te protégeras toi-même, t'inquiète pas. Si tu veux améliorer rapidement tes performances en course à pied sans te blesser, je t'ai partagé 3 stratégies puissantes pour courir plus vite, plus longtemps dans cette vidéo. J'espère d'ailleurs que cette vidéo t'a plu. Je te laisse me dire dans les commentaires si tu aimerais que j'aborde avec Simon une thématique en particulier au sujet de la course à pied, des blessures ou quoi que ce soit d'autre. Allez, bon run!